Il peut sembler logique de penser que seuls les adultes sont capables de connaître des crimes odieux, mais les enfants sont tout aussi susceptibles de connaître des actes qui choquent et horrifient. Qu'il s'agisse d'un jeune meurtrier qui se moque ouvertement de la famille de sa victime au tribunal, d'un couple de tueurs qui se vante de son récent meurtre sur YouTube, ou de deux frères qui massacrent des membres de leur famille à l'aide de couteaux pour devenir célèbres sur Internet, voici quelques-uns des jeunes enfants les plus redoutés dans les prisons américaines. Commençons par T.J. Lane. Le premier sur la liste est un tueur dont l'apparence innocente masque le véritable monstre qui se cache derrière. Le 27 février 2012, la petite ville de Chardon, dans l'Ohio, a été plongée dans la tragédie lorsqu'une fusillade perpétrée par T.J. Lane dans un lycée a ébranlé la communauté. Ce matin-là, T.J. Lane, un élève de 17 ans de la Lake Academy Alternative School, est entré dans la cafétéria du lycée de Chardon, vêtu d'un sweatshirt sur lequel était écrit « Tueur » et armé d'une arme de poing de calibre 22. La fusillade a commencé au moment où les étudiants se rassemblaient avant le début des cours. Sans un mot, Lane a ouvert le feu, visant directement une table où un groupe d'étudiants était assis. En quelques instants, 3 étudiants ont été tués, Daniel Tarnafter et Denetrius Hewlin, 16 ans, et Russell King Jr., 17 ans. En outre, 3 autres étudiants ont été blessés, l'un d'entre eux souffrant d'une paralysie permanente. Lane n'était pas un inconnu pour les élèves du lycée de Chardon, puisqu'il avait fréquenté l'établissement avant d'être transféré dans le programme d'éducation alternative. Le motif de ces actes violents n'a pas été élucidé, bien que certains rapports aient suggéré qu'il se sentait victime ou ostracisé. La réaction à la fusillade a été rapide. Un enseignant a chassé Lane de l'école, qui a ensuite été appréhendé par les autorités près de sa voiture, garée à environ 1 km du lieu de la fusillade. L'enquête a ensuite révélé que Lane avait volé à son oncle l'arme utilisée lors de la fusillade. Au cours de son procès, Lane s'est montré particulièrement provocateur et inquiétant. Il s'est présenté au tribunal vêtu d'un t-shirt sur lequel était inscrit le mot « killer » qu'il avait lui-même écrit. Il a souri et fait des gestes obscènes aux familles des victimes, ne montrant aucun remords pour ses actes. En mars 2013, Lane a été condamné à 3 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, le 11 septembre 2014, Lane, accompagné de 2 autres détenus, s'est évadé de l'établissement correctionnel Allen à Lima, dans l'Ohio. Cette situation était particulièrement alarmante compte tenu des antécédents criminels de Lane. Pendant des heures, au cours de la chasse à l'homme, il est resté introuvable, jusqu'à ce qu'il soit appréhendé 6 heures plus tard. En mars 2016, en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité, M. Lane a été transféré à la Southern Ohio Correctional Facility de Lucasville, une prison de sécurité maximale semblable à une forteresse, conçue pour accueillir les détenus les plus dangereux. Une amie de Lane a parlé à CNN, le décrivant comme un adolescent tout à fait normal, et s'est déclarée complètement choquée par le récent incident. Elle a ajouté que si Lane semblait souvent triste, son comportement quotidien semblait par ailleurs normal. Un autre ami a donné un aperçu de la vie scolaire de Lane, révélant qu'il était régulièrement l'objet de moqueries de la part de ses camarades. Ces brimades ont conduit Lane à s'entourer d'un mur, ce qui l'a rendu réticent à partager des détails personnels ou à s'ouvrir sur ses expériences. Mais celles-ci soulèvent une question essentielle. Les difficultés rencontrées par Lane à la maison et les brimades peuvent-elles justifier ses actes? Alyssa Bustamante. Dans un épisode glaçant qui a secoué la nation, Alyssa Bustamante, une jeune fille de 15 ans du Missouri, est devenue tristement célèbre sous le nom de Missouri Teen Thrill Killer. Son acte odieux a consisté à assassiner par calcul sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten. Alyssa Bustamante semblait être une adolescente ordinaire, mais sa personnalité sur Internet révélait un côté bien plus sombre. Cette noirceur cachée a éclaté le 21 octobre 2009, lorsqu'Alyssa Bustamante a attiré sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, dans les bois. Après le meurtre, Alyssa a enterré le corps d'Elizabeth dans une fosse peu profonde qu'elle avait creusée à la main derrière leur maison. Cet acte brutal semblait être une manifestation des fantasmes les plus horribles d'Alyssa. Ses profils publics, MySpace et YouTube, indiquaient de manière troublante tuer des gens et couper comme ses passe-temps, laissant entrevoir les pensées violentes qu'elle nourrissait. Le jour du meurtre, Alyssa a écrit son journal, révélant ses pensées homicides et exprimant une curiosité glaçante sur ce que cela fait d'ôter la vie à quelqu'un. Elle a écrit « Je viens de tuer quelqu'un, putain. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et je l'ai poignardé, et maintenant il est mort. Je ne sais pas comment me sortir en ce moment. C'était incroyable. Dès que vous dépassez le sentiment « Oh, me Dowd, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, il faut que j'aille à l'église maintenant. Lol. Dans la soirée du 21 octobre 2009, après que Patty Price a signalé la disparition de sa fille, Elizabeth Holten, la police a lancé des recherches urgentes. L'enquête a rapidement conduit au domicile d'Alyssa Bustamante, où les entretiens avec sa famille et la découverte de son journal contenant des détails incriminants ont mis en évidence son implication.
Confrontée à son journal lors d'un interrogatoire rigoureux, Alyssa Bustamante a été poussée à avouer le crime. Elle a d'abord essayé de faire l'innocente, mais la police lui a dit qu'elle avait trouvé le journal. Poussée dans ses retranchements et n'ayant nulle part où aller, elle a d'abord admis qu'il s'agissait d'un accident. Mais cela n'a pas duré longtemps, car elle a avoué avoir creusé le trou 5 jours avant la mort d'Elizabeth. L'enquêteur lui fait alors remarquer qu'une autopsie révélerait exactement comment Elizabeth est morte. Il l'a pressée davantage en lui demandant comment elle l'avait tuée, ce à quoi Alyssa a répondu par l'aveu. Lors de son procès en 2012, Alyssa Bustamante, jugée comme une adulte malgré une enfance turbulente, a plaidé coupable de meurtre au second degré pour éviter une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifie qu'il existe une possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Toutefois, une condamnation supplémentaire pour action criminelle armée signifie que même si elle obtient une libération conditionnelle en 2024, elle devra purger 30 années supplémentaires, ce qui repousse sa libération possible à 2054, à l'âge de 60 ans, le prochain enfant tueur estimated. Lionel Tate. 2 enfants sont laissés seuls pour jouer et une fillette de 6 ans finit par mourir. S'agit-il simplement d'un jeu d'enfant qui a mal tourné ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre? Le 28 juillet 1999, dans le comté de Broward, en Floride, Lionel Tate, âgé de 12 ans, se retrouve seul avec sa cousine Tiffany Eunice, âgée de 6 ans. Cette journée s'est tragiquement terminée par un événement qui allait faire de Tate le plus jeune Américain jamais condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce soir-là, alors que Kathleen Grossette Tate se repose à l'étage, elle confie Tiffany Eunice à son fils, Lionel Tate. Peu après, Lionel Tate a alerté sa mère que Tiffany ne respirait plus. L'enquête a ensuite révélé que l'enfant présentait de graves ecchymoses et des blessures semblables à celles d'un impact de véhicule, notamment une fracture du crâne, une côte cassée et une hémorragie interne. Tate a cependant affirmé que les blessures résultaient d'une imitation de mouvements de lutte. Au cours du procès, la défense de Tate a présenté l'argument selon lequel la mort de Nick était un accident tragique, suggérant que l'enfant de 12 ans, qui pesait 170 livres, essayait simplement d'imiter les mouvements de lutte de ses héros stérilisés avec Tiffany, qui ne pesait que 48 livres. Cependant, leur défense n'a pas réussi à convaincre le jury. En janvier 2001, alors que Tate n'avait que 13 ans, il a été condamné pour meurtre au premier degré. En vertu de la loi de Floride, Tate a été condamné pour meurtre au premier degré sans que le jury ait besoin de croire qu'il avait l'intention de blesser. La loi stipule que le fait de commettre sciemment un acte susceptible de blesser un enfant et d'entraîner sa mort est considéré comme un acte de maltraitance à l'égard d'un enfant et déclenche la règle de l'homicide volontaire. Lors de la détermination de la peine, le juge Joel T. Lazarus a souligné que cette règle s'appliquait même en l'absence de preuve de l'intention de tuer de Tate ou de sa conscience du danger potentiel. Il a même ajouté que la décision ne lui appartenait pas entièrement. Par conséquent, Tate a été condamné à la prison à vie sans que l'accusation n'ait à démontrer son intention ou sa compréhension des conséquences mortelles de ses actes. Cette condamnation a naturellement suscité la controverse, étant donné que Tate n'avait que 12 ans au moment du meurtre, alors que sa victime n'en avait que 6. La condamnation à perpétuité de Tate a finalement été annulée en 2004 par une cour d'appel qui a estimé que son aptitude mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès. En conséquence, Tate a été libéré de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer en janvier 2004, en vertu duquel il a admis avoir commis un meurtre au second degré en échange d'1 an d'assignation à résidence et de 10 ans de mise à l'épreuve. Bien que cela marque un nouveau départ pour Tate, alors âgé de 16 ans, ses ennuis judiciaires se poursuivent. En 2005, il a été accusé de vol à main armée et une violation de la probation en 2006 l'a ramené en prison. Le 19 février 2008, Lionel Tate a plaidé non coupable aux accusations de vol qualifié et a été condamné à une peine de 10 ans à purger dans une prison d'État. Cette peine devait être purgée en même temps qu'une peine de 30 ans d'infliger pour avoir violé sa mise à l'épreuve. Lionel Tate purge actuellement sa peine à l'établissement pénitentiaire de Charlotte. Frère Beaver. Cette affaire est reconnue comme l'acte criminel et le meurtre de masse le plus meurtrier à Broken Arrow, souvent appelé le massacre de la famille Beaver. Ce que je m'apprête à partager avec vous donnera des frissons. Pour les frères Beaver, c'est la recherche de la célébrité qui a motivé leurs actes insensés. L'inspecteur Vianna Russell, qui a interrogé le plus jeune frère Michael, a déclaré « Il voulait tuer au moins 50 personnes. Il voulait être célèbre. Il voulait une page Wikipédia. Il voulait une couverture médiatique. » Malheureusement, la série d'événements tragiques a commencé dans la soirée du 22 juillet 2015 à leur domicile de Broken Arrow, dans l'Oklahoma. Robert, 18 ans, et Michael, 16 ans, avaient secrètement assemblé une collection de couteaux qu'ils utilisaient pour attaquer les membres de leur famille. L'horrible épreuve a commencé lorsque Michael a attiré sa sœur dans une chambre à coucher sous prétexte de lui montrer quelque chose sur un ordinateur. Robert lui a ensuite tendu une embuscade, la blessant grièvement en lui tranchant la gorge et en la poignardant à plusieurs reprises. Cette agitation a alerté leur mère, April, âgée de 44 ans, qui a été brutalement attaquée par Robert.
Elle a reçu au moins 48 coups de couteau en l'affrontant et est morte sur le coup. Les frères ont poursuivi leur violence de pièce en caisse. Leur père, David Beaver, 52 ans, a subi 28 coups de couteau et de nombreux traumatismes dus à des objets contondants. Leur plus jeune frère, Christopher, âgé de 7 ans, a reçu 6 coups de couteau. Les frères ont ensuite attaqué leur sœur Victoria, âgée de 18 ans, la poignardant 18 fois au niveau du cou, de la poitrine, du dos et de la partie supérieure du bras. Au milieu de ce chaos sanglant, Daniel, 12 ans, a réussi à s'enfermer dans une pièce et a appelé le 911 pour obtenir de l'aide. Cependant, Michael, qui s'est lui-même comporté en victime, l'a incité à ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, les frères ont poignardé Daniel à 9 reprises. La rapidité d'esprit de Daniel et son appel à l'aide ont joué un rôle crucial dans le sauvetage de ses sœurs Autumn, âgée de 2 ans, et Crystal, âgée de 13 ans. Alors que la police arrive rapidement sur les lieux, les frères s'enfuient par l'arrière de la maison, mais sont rapidement retrouvés par un chien policier dans une zone boisée à proximité. Crystal Beaver, une survivante du massacre de la famille Beaver, a identifié ses frères aînés Robert et Michael comme étant les auteurs du massacre, ce qui leur a valu d'être inculpés de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation d'agression avec intention de tuer, chefs d'accusation pour lesquels ils ont plaidé non coupables. En 2016 et 2018, Robert et Nicole Beaver ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation pour le massacre de la famille Beaver et ont été condamnés à plusieurs peines de prison à perpétuité. Robert a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Michael, en raison de son jeune âge, a été condamné à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, bien que sa libération soit hautement improbable. Evanly Arroyo. Examinons maintenant le cas d'une jeune fille de 15 ans qui a mis fin à la vie d'Ana Vasquez Rodriguez d'une manière barbare. Arroyo, qui venait d'emménager dans la maison de son grand-oncle sur Johnson Street, y vivait avec Ana Vasquez Rodriguez et son petit-fils. La maison, où les tensions étaient déjà vives, est devenue le théâtre d'un crime violent. Le 6 octobre 2019, le grand-oncle d'Arroyo avait prévu un voyage à New York pour obtenir des documents légaux pour sa garde, mais il a été retardé en raison de problèmes de voiture, ce qui a provoqué une frustration et une agitation considérable chez Arroyo au fil de la journée. Incapable de contenir son impatience croissante, Arroyo a pris une paire de ciseaux dans la cuisine et est entré dans la chambre d'Ana Vasquez Rodriguez, où elle a déclenché une attaque brutale, poignardant 70 fois la femme de 68 ans alitée. Au moment de cet acte horrible, la seule autre personne présente dans la maison était le petit-fils de la victime, qui jouait à un jeu vidéo, portant un casque, ignorant totalement la tragédie qui se déroulait. Après le meurtre, Madame Arroyo a pris une douche, a jeté ses vêtements tachés de sang dans une benne à ordures située à proximité, puis a froidement informé le petit-fils que sa grand-mère ne se sentait pas bien. Découvrant l'horrible réalité, le petit-fils a immédiatement composé le 911 et la police est rapidement arrivée sur les lieux. La percée dans l'enquête s'est produite lorsque des images de vidéosurveillance fournies par la Fall River Housing Authority ont montré Arroyo en train de se débarrasser des vêtements, contredisant son affirmation initiale selon laquelle elle était dehors avec le chien et avait vu un homme masqué s'enfuir de la scène. Une fois en garde à vue, Arroyo a changé de comportement et a fait spontanément plusieurs aveux incriminants. Evanly Arroyo se tenait dans une salle d'audience de Fall River, souriant et se retournant les cheveux alors qu'elle était accusée de meurtre. À l'appel de son nom, la réaction de l'adolescente a choqué tout le monde. En 2023, Arroyo, alors âgée de 18 ans, a plaidé coupable mardi devant la Cour supérieure de Fall River pour meurtre au second degré. Elle a été condamnée par le juge René Dupuis à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 19 ans. Sierra Ausset. Comment un adolescent en vient-il à connaître un meurtre aussi brutal? Alors que les frères Beaver ont cherché à attirer l'attention des médias en commettant des crimes odieux, ce cas particulier explore la dynamique de la rébellion adolescente impliquant une jeune fille et son petit ami. Dans l'ombre d'une bataille pour la garde des enfants entre Daniel Halsett et sa première ex-femme, l'ancienne sénatrice de l'État Elizabeth Halsett, aujourd'hui Elizabeth Elgelien, un complot effrayant s'est déroulé. Sierra Halsett, alors âgée de 16 ans, et son petit ami de 18 ans, Aaron Guerrero, ont été brièvement ensemble avant que leur relation ne soit interrompue par leurs parents qui ont découvert que le couple avait l'intention de s'enfuir à Los Angeles. Le 8 avril 2021, Sierra et Aaron se sont préparés à un acte violent en achetant une scie circulaire, de lames de scie, de l'eau de javel, de l'essence à briquet, des gants et une serpillière dans des magasins situés à proximité du domicile de Daniel Halsett. Le lendemain, le corps brutalement mutilé de Halsett a été retrouvé dans son garage. L'autopsie a révélé plus de 70 coups de couteau à la tête, au cou et au torse. L'horreur s'est encore accentuée lorsque ses restes, empaquetés dans un sac de couchage, ont été incendiés, laissant son corps carbonisé de la tête aux pieds. L'effronterie du couple ne s'est pas limitée au meurtre. Ils ont téléchargé une vidéo sur YouTube, stupéfiant les téléspectateurs. Dans une déclaration choquante, Guerrero a annoncé
Leur fuite devant la justice a été de courte durée, puisqu'ils ont été appréhendés à Salt Lake City peu de temps après la mise en ligne de la vidéo. Le 26 mai 2022, Guerrero et Sierra Alcette ont fait face aux conséquences de leurs actes en plaidant coupables de 9 chefs d'accusation, dont meurtre, incendie criminel et vol. Ils ont tous deux été condamnés à une peine de 22 ans de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Lors de la condamnation, Sierra n'a pas présenté d'excuses, contrairement à Guerrero. Roxana Sikorski. Dans une affaire qui a bouleversé la communauté de la banlieue de Plymouth, dans le Michigan, Roxana Sikorski, âgée de 15 ans, et son petit ami adulte devaient répondre d'accusations graves pour avoir conspiré en vue d'assassiner sa famille. L'histoire de Roxana Sikorski est tragique. Elle commence par son adoption de Pologne à l'âge de 4 ans, avec ses 2 frères et sœurs, par la famille Sikorski. Des abus précoces ont conduit à un diagnostic de troubles réactionnels de l'attachement pour Roxana, une condition qui l'a empêchée de nouer des liens affectifs avec les personnes qui s'occupaient d'elle. À l'âge de 15 ans, en octobre 2014, la vie de Roxana a pris un tournant sombre sous l'influence de son petit ami de 23 ans, Michael Rivera. Rivera, qui était beaucoup plus âgé, a manipulé Roxana et a élaboré un plan pour assassiner les membres de sa famille qui s'opposaient à leur relation. Il est allé jusqu'à envoyer à Roxana des instructions détaillées sur la manière d'exécuter les meurtres, y compris un diagramme médical pour s'assurer qu'elle visait les zones vitales. Cette nuit-là, Roxana a attaqué son jeune frère avec un couteau affilé visant son cou, mais heureusement, il a survécu. Les cris de sa sœur ont alerté les parents et Roxana s'est enfuie par une fenêtre. Elle a retrouvé Rivera et ils se sont cachés dans le sud-ouest de Détroit, mais ils ont rapidement été retrouvés par la police. En raison de la nature préméditée de ces actes, les procureurs ont inculpé Roxana en tant qu'adulte. En mars 2016, un tribunal de Détroit l'a condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison pour le complot visant à tuer sa famille, tandis que Rivera a été condamné à la prison à vie en 2015. Les parents de Roxana ont été dévastés par la décision du tribunal. Ils ne croyaient pas qu'elle avait vraiment l'intention de leur faire du mal et estimaient qu'elle avait été contrainte d'accepter un accord de plaidoyer sans qu'ils aient eu leur mot à dire. La mère de Roxana, Lauren Sikorski, a fait part de sa détresse. Elle a désespérément besoin d'une aide psychologique continue. Elle est encore fragile et une prison pour adultes briserait son monde délicat. En quoi le fait de la condamner en tant qu'adulte va-t-il l'aider? Fait-ce la justice? Roxana a également donné sa version de l'histoire. Eric Smith. C'est l'affaire qui a fait la ligne des journaux nationaux aux États-Unis. C'est bon, maman. Je vais y aller tout seul, sont les derniers mots que Doreen Robbie a entendus de la bouche de son fils Derek Robbie, âgé de 4 ans. Par une journée d'été apparemment ordinaire, le 2 août 1993, la tranquillité de Savona, dans l'État de New York, a été bouleversée par un acte de violence dévastateur. Eric Smith, 13 ans, a rencontré Derek Robbie, 4 ans, qui se rendait à un temps d'été dans le parc local. Dans un geste sinistre, Smith a attiré le jeune garçon dans une zone boisée isolée sous prétexte de lui montrer un raccourci. Là, il a impitoyablement mis fin à la vie du jeune garçon en l'étranglant jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis en lui jetant une grosse pierre sur la tête. Il a ensuite pris du Kool-Aid dans la boîte à lunch de Robbie et l'a versé dans les plaies ouvertes de ce dernier. Plus tard dans la journée, la réalité de cette sombre tragédie s'est révélée lorsque la mère de Derek est arrivée au parc pour le récupérer, mais a découvert qu'il n'était jamais arrivé au camp. Quelques heures plus tard, des chercheurs ont découvert le corps de Derek dans les bois, à quelques mètres seulement du parc. L'auteur du crime étant toujours en liberté, les habitants de Savona ont été pris de peur pour la sécurité de leurs propres enfants. Qui aurait pu croire qu'il s'agissait d'un Eric Smith à l'apparence innocente? Le 8 août, accablé par la culpabilité, Eric avoue à sa mère qu'il a tué Derek. Ce soir-là, la famille Smith a informé la police. Eric a ensuite été jugé comme un adulte, ce qui fait de lui le plus jeune accusé de meurtre dans l'histoire de l'État de New York. Au cours de son procès, des spécialistes ont effectué des tests médicaux approfondis, notamment des évaluations de son fonctionnement cérébral et de son taux d'hormones, mais n'ont trouvé aucune anomalie pouvant expliquer ces actes violents. Les dossiers du tribunal indiquent qu'Eric, souvent isolé et malmené en raison de son apparence, avait du mal à s'intégrer socialement. Une semaine après ses aveux, Eric a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné le 7 novembre 1994. À l'âge de 14 ans, Eric a été condamné à la peine maximale prévue pour les délinquants juvéniles à l'époque, 9 ans de prison à perpétuité. Eric Smith a passé près de 30 ans derrière les barreaux. Au cours de sa détention, la libération conditionnelle lui a été refusée à plusieurs reprises. La commission des libérations conditionnelles ayant souvent fait part de ses inquiétudes quant à sa réinsertion dans la société. Au fil des ans, Eric Smith a suivi divers programmes de réinsertion et a exprimé à plusieurs reprises des remords pour ses actes. En 2021, après de nombreuses audiences de libération conditionnelle, Eric Smith s'est finalement vu accorder la liberté conditionnelle et a été libéré de prison. Joshua Phillips. C'est le cas de Joshua Phillips, qui est entré en prison comme enfant en 1999, à l'âge de 15 ans, et qui est aujourd'hui devenu un homme adulte. Son crime?
avoir été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Maddie Clifton, 8 ans. Le 3 novembre 1998, dans le quartier de Lakewood, au sud de Jacksonville, Maddie Clifton, 8 ans, a été portée disparue par sa mère. Maddie jouait à l'extérieur de sa maison lorsqu'elle a disparu, ce qui a déclenché une réaction immédiate et généralisée de la part de la communauté. Des dépliants ont été distribués et des équipes de recherche ont été organisées, attirant plus de 400 bénévoles locaux qui ont cherché inlassablement dans la région tout signe de la fillette disparue. Phillips faisait également partie de cette équipe de recherche. Malgré ses efforts, une semaine s'est écoulée sans qu'aucune trace de Clifton n'ait été trouvée. Puis, le 10 novembre, une découverte surprenante a été faite. La mère de Joshua Phillips, 14 ans, a remarqué une tache humide sur le sol de la chambre de son fils. En enquêtant plus avant, elle a découvert le corps de Maddie Clifton caché dans la chambre. Sous le choc, elle s'est enfuie de la maison et a alerté les autorités, ce qui a conduit à l'arrestation de son fils à l'école quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard, il avouait le meurtre. Je dois vous avertir que les détails suivants du meurtre de Maddie sont troublants. Il est conseillé aux téléspectateurs de faire preuve de discrétion. Le 3 novembre 1998, une série d'événements tragiques a changé la vie de Joshua Phillips et de son entourage. Selon Phillips, Maddie Clifton, 8 ans, est venue chez lui pour jouer au baseball. Phillips, qui savait qu'il n'avait pas le droit de recevoir des amis en l'absence de ses parents, a accepté de jouer. Le match prend une tournure catastrophique lorsque Phillips frappe accidentellement Clifton dans l'œil avec la balle de baseball, la blessant grièvement. Paniqué et craignant la réaction de son père, qui avait des antécédents d'alcoolisme et était sévère, Phillips a entraîné Clifton à l'intérieur de sa maison dans une tentative malencontreuse de gérer la situation. Une fois à l'intérieur, la panique de Phillips s'est intensifiée. Pour faire taire les cris de Clifton, il l'a frappé avec la batte de baseball. Il l'a ensuite caché sous le pied de son lit et a essayé d'agir normalement lorsque son père est rentré à la maison. Se rendant compte plus tard que Clifton était toujours en vie et entendant ses gémissements, Phillips a réagi de manière radicale et fatale. Il s'en est pris à Clifton, lui a tranché la gorge et l'a poignardé plusieurs fois à la poitrine avec un couteau provenant d'un outil Leatherman, ce qui a entraîné sa mort. En outre, il utilisait des désodorisants pour masquer l'odeur du corps en décomposition. À la suite du meurtre de Maddie Clifton, âgé de 8 ans, Joshua Phillips, 15 ans, a été inculpé en tant qu'adulte de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, évitant ainsi la peine de mort en raison de son âge. Aux dernières nouvelles, Joshua Phillips, aujourd'hui âgé de 40 ans, est toujours incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Cross City. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez maintenant les cartes à l'écran pour découvrir d'autres histoires.